La Cour constitutionnelle confirme la décision de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Elle a été saisie par 3 partis politiques dont les dossiers de candidature aux législatives prochaines sont rejetés. La dépouille mortelle du roi du Tcheng System, Stan Torrent, a été accueillie ce mardi 12 mars à l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty de Cotonou en présence de plusieurs acteurs culturels. Et puis corriger les insuffisances dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose. C'est l'objectif que vise l'atelier sur la gestion pragmatique de l'infection tuberculeuse latente et de la tuberculose pharmaco-résistante. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Décédé le mardi 26 février à Paris, en France, la dépouille mortelle de Stan Torrent, roi du Tcheng System, a été accueillie à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Ganty de Cotonou. C'était dans la soirée de ce mardi 12 mars 2019 en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, des membres de sa famille, des acteurs culturels et de ses fans. Cano François Roumbé-Dérintor et Romaric de Vauchy pour le reportage. Arroy Mantizo, l'une des mélodies composées par Stan Torrent des années en arrière en guise de mot de bienvenue à l'endroit de ceux qui répondent présents à une invitation dans n'importe quelle situation avait toute son importance ce mardi 12 mars à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Ganty de Cotonou en présence d'autorités gouvernementales, acteurs culturels, fan club et la presse. La bienvenue a été souhaitée à la dépouille mortelle du roi du Tcheng System. Un accueil dû à son rang et à sa notoriété artistique. Dans cette ambiance de forte émotion, l'on pouvait lire sur certains visages de la tristesse. Sa femme Khadidiat, presque inconsolable, a fait preuve de courage par moments. Des affiches, t-shirts à l'effigie du roi étaient aussi remarquables autant que le parcours artistique de l'illustre disparu. Un parcours au cours duquel il a accompli une bonne partie de sa mission sur cette terre. Ouais, un parcours exemplaire. Il a été excellent dans le travail. Il a été très bon parolier. Il avait de très bons musiciens qui l'accompagnaient. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour donner de la bonne musique et laisser un patrimoine important à la postérité. On est des amis, on a partagé des scènes, on a fait des campagnes politiques ensemble. Stan, on garde de lui toujours son franc-parler. On garde de lui le militant. N'oubliez pas que Stan a été un chanteur qui est toujours du côté du peuple, qui chante pour le peuple. Je garde de Stan un créateur, un bon créateur. Et je pense que dans l'histoire musicale de notre pays, très peu d'artistes ont créé des rythmes, des danses. Stan a légalisé le tchenkoumen, il est devenu le tchenk. Je garde de Stan donc cela. Stan, c'est aussi une gestuelle. Stan, c'est un bon danseur. Ses jeux de jambes à la James Brown, qu'il a travaillé pendant longtemps, même si à un moment donné, les jambes le lâchaient déjà un peu. Après les formalités d'usage, la dépouille mortelle a été conduite à la morgue Procy d'Akpakpa à Cotonou en attendant le 30 mars 2019, jour de son inhumation. Quelques acteurs culturels et personnalités présents ont livré leurs impressions. Je vous invite à les suivre au micro de nos reporters. Un sentiment de tristesse, parce que Stan était quand même jeune, un très grand artiste de notre pays et je dirais du monde. Je ne m'attendais pas du tout à cette nouvelle, mais c'est vrai que personne ne sait quand ça arrive. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et nous sommes obligés de nous plier à cette situation.
C'est des sentiments de tristesse. C'est vraiment des sentiments de tristesse. C'est dommage. C'est vrai, 64 ans. Mais 64 ans, c'est peu. Toron a fait tellement de choses. Le roi a fait tellement de choses qu'il mérite d'être honoré. D'être honoré avant sa mort. Et malheureusement, quand l'heure vient, on n'y peut rien contre. C'est vraiment dommage. De dégoût, parce que je ne comprends pas que Stan puisse partir en ce moment-ci. Je suis dans l'émotion, je suis dans le deuil. De par même le genre musical que je fais, Stan Toron est un modèle pour moi. Parce que c'est lui qui, le premier, a su moderniser le Tchenkoumé. Donc, il y a de quoi ce que je sois présent. Il faut dire que le plus souvent, à des événements de gens, les gens se prêtent à beaucoup de commentaires et autres. Mais j'estime qu'il n'est plus à présenter Stan Toron. Il n'est plus à présenter. On est tous tristes, mais c'est une réalité de l'espèce humaine. Venir à l'aéroport sur le tarmac pour récupérer la dépouille de Stan, vous pouvez comprendre comment mon cœur est lourd et serré. J'ai l'impression que c'est pas ici que ça devrait se passer. C'était pas du tout la chose, ça. Mais malheureusement, le destin décide autrement. Et non succombant à l'inexorable vérité que la tristesse nous suit et que Stan est réellement parti et qui nous revient autrement. 13 mars 1999, 13 mars 2019, ça fait exactement 20 ans que Monseigneur Isidore de Souza a rejoint la Maison du Père Céleste, Père de la démocratie, artisan de la paix, ami des pauvres. Monseigneur de Souza est une figure qui s'est révélée de diverses manières au peuple béninois. 20 ans après sa mort, ses œuvres parlent encore en son nom. La Cour constitutionnelle, suite au recours adressé par les partis politiques après la publication des listes devant participer aux élections législatives, a tenu une audience publique. Ce mardi 12 mars, les partis Moël Bénin, USL et PRD sont tous déboutés. Les sages de la Cour constitutionnelle donnent raison à la Sénat. Ainsi, seuls les blocs Union progressiste et blocs républicains pourront participer aux élections législatives. Suivant un extrait de la décision lue par le président de la Cour, Joseph Djogbino. Vu les articles 26 de la Constitution, 44, 47, 241 alinéa 3 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, sur la demande d'annulation des récépissés définitifs délivrés à l'Union progressiste et au bloc républicain. Considérant que si l'article 47 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral autorise un recours devant la Cour constitutionnelle en cas de rejet d'une candidature, il résulte de cette disposition que ce recours doit porter sur les motifs de rejet de la candidature. Qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le PRD ne traduisent pas une mauvaise application de la loi à son égard, mais constituent un catalogue d'allégations au sujet de la manière dont la Sénat a procédé à l'examen de recevabilité et de conformité des déclarations de l'Union progressiste et du bloc républicain. Considérant par ailleurs que non seulement ces allégations ne sont étayées par aucune preuve et ne permettent en conséquence pas de conclure à un traitement qui rompt le droit à l'égalité protégé par l'article 26 de la Constitution, que le principe de la liberté de la preuve s'entend des preuves légales et licites, qu'en l'absence des preuves réunissant les conditions de légalité et de licéité, le grief exposé ne saurait prospérer, que la difficulté qui en résulte n'est pas relative à l'appartenance à plus d'un parti politique à laquelle fait référence l'article 11 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Sénat et de la haute juridiction. Il s'agit plutôt du constat de la présence d'un candidat sur plus d'une liste de l'article 41 alinéa 3 sanctionné par application de l'article 46 alinéa 4 et 5 et 47 du Code électoral par le rejet de chacune des listes. Qu'en procédant ainsi, la Sénat n'a pas violé les textes visés. Décide, il n'y a pas violation de l'article 26 de la Constitution.
Article 2, la décision numéro 022 bas Sénat, bas PT, bas VP du 5 mars 2019 et les récépissés définitifs numéro 0124 bas Sénat en date du 5 mars 2019 et numéro 0125 bas Sénat en date du 5 mars 2019 ne sont pas contraires au code électoral. Notre équipe de reportage a recueilli les impressions des représentants de quelques partis politiques. On les écoute. Le simple fait de faire le constat du non sur plusieurs listes vaut élimination de toutes les listes concernées. Donc je souhaite que les députés puissent très rapidement revoir cette loi-là pour que on ne soit pas dans une situation de blocage pour les fois à venir. Parce que les Béninois ont suivi, les partis politiques mal intentionnés ont suivi, et les prochaines fois on risque d'avoir un parti politique qui sait que tel parti doit mettre telle personne, tel autre doit mettre telle autre personne, et puis va s'arranger pour aligner ces personnes-là sur sa liste, pour pouvoir invalider toute une élection et bloquer le pays. Moi, je ne souhaite pas ça pour notre pays. Nous sommes satisfaits parce que le recours du PRD vise la disqualification de l'Union progressiste. Et je pense que la Cour n'a pas suivi le PRD sur cette voie de droit. Nous avons reçu notre récépissé provisoire, nous avons reçu le récépissé définitif. Cela fait 8 mois que nous travaillons autour de ce parti. Nous avons veillé à ce que nos dossiers ne souffrent de rien. La Cour vient de nous donner raison. Le recours du PRD directement ne nous concerne pas. Nous avons reçu un récépissé définitif qui montre que nous sommes à jour. Ce recours du PRD, on pourrait dire que c'est un recours du PRD contre la Sénat. Mais l'heure n'est pas à ça. Nous sommes dans les discussions. Ce n'est pas pour nous le moment de polémiquer. Je vous ai dit, il appartiendra à la Sénat de voir les suites à donner à cette affaire. Je voudrais avant toute chose me satisfaire du délibéré, de la décision de la Cour constitutionnelle qui a prouvé que nous sommes dans notre pays, le Bénin, dans un état de droit. Parce que la Cour a évité de rentrer dans des considérations politiques et a étudié, analysé et décidé strictement sur les faits et sur le droit, sur les différents textes existants. Maintenant, bien évidemment, nous sommes des hommes politiques en ce qui nous concerne et nous comprenons les enjeux, nous comprenons également l'importance de ne pas occulter le volet politique. Et nous avons déjà, depuis quelques jours au Parlement, entamé les discussions avec nos partenaires de l'opposition, nos partenaires de la minorité parlementaire, pour être beaucoup plus précis, au fin de trouver des solutions, des pistes pour que, disons, tous les partis politiques qui le souhaitent puissent participer aux prochaines élections. Donc ce soir, nous finissons un épisode, l'épisode du droit, l'épisode des recours, et demain, nous poursuivons l'épisode politique afin de consolider l'état de droit, mais également de consolider la démocratie dans notre pays. Sous convocation, Charlemagne Honfort, président adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD, a répondu présent à la brigade criminelle dans la matinée de ce mardi 12 mars 2019. Il sonnait 11 h quand son véhicule est arrivé à Plangandan, sur les lieux où attendait un groupe de militants, de curieux et de journalistes. Après près de 90 minutes passées dans les locaux de la brigade criminelle, le vice-président du PRD est sorti des lieux. Interrogé sur l'objet de sa présence, le maire de Semekou s'est contenté de répéter « c'est la République ». Charlemagne Honfort dit qu'il a été convoqué parce que la République a besoin de certaines informations. Je vous invite à écouter quelques militants du PRD au micro de Kano François. Je suis un citoyen béninois et je jouerai ma partition pour que les acquis de la conférence nationale soit préservé. La raison qui motive ma présence ici ce matin. Bon, convoquer Ongbeji à la brigade criminelle, pour moi, en ce qui me concerne, est inédit. Et inédit
et c'est très rarissime. Nous ne voulons pas plonger notre pays dans un chaos. On ne le souhaite pas. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Bon, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable ce qui se passe. Ça sort de l'entendement. Qu'on convoque un président de l'Assemblée, bien sûr, on est déçus. Le président de l'Assemblée incarne une institution. Donc qu'il soit convoqué à la brigade criminelle pour une raison qu'il ne sait pas au préalable, je ne sais pas ce qu'on veut nous expliquer. Oh oui, serein, certes. Je suis très très serein. Parce que j'ai confiance au président de l'Assemblée et au maire de Sémépodi. Vous savez, nous on aime bien Ngwedji, on aime bien le PRD. Le PRD c'est notre chose. Le PRD c'est notre chose. Est-ce qu'il y a de partis plus vieux que le PRD dans le pays? Il n'y a pas. On est là depuis. Donc on va rester, on va demeurer PRD. Vous comprenez? Donc on est serein. La marche de l'opposition intervenue ce lundi est intervenue dans un contexte où les acteurs politiques ont été conviés par le chef de l'État pour trouver un consensus sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji. Cette marche peut-elle jouer négativement sur la recherche de solutions consensuelles? Voici la réaction de quelques citoyens vivant à Porte-Nouveau. Ils sont au micro de Aben Didier Nkwenoudi Romaric de Vauchy. Président de l'Assemblée nationale a rencontré les chefs de parti et en temps normal, il revient à ces derniers de lui faire parvenir leurs propositions. Et après, je crois certainement qu'ils vont se réunir et statuer, décider de ce qu'il y a lieu de faire pour décanter la situation. C'est vrai, il semble que rien ne bouge, mais on ne peut pas le dire de go. Moi, je crois que ça va évoluer. Ça va évoluer. Chacun est dans son rôle au-delà de tout. Maintenant, personne n'a intérêt à ce que la situation s'enlise. Ne voyons pas sous tout le temps. Je crois qu'il vaut mieux laisser les choses se dérouler normalement. C'est vrai, il faut faire en sorte que les élections s'organisent et qu'il n'y ait pas et si l'opposition a décidé de marcher, certainement l'opposition a ses raisons. Maintenant, est-ce que c'est dans les rues que les problèmes du pays vont être réglés? Je crois qu'il va falloir que les opposants, comme ils l'ont toujours fait, et avec la volonté du chef de l'État, qui se retrouvent toujours autour d'une table et qui s'asseyent pour discuter, pour aplanir les divergences. Non, la solution consensuelle est bien possible. Et la marche de l'opposition, même si elle s'inscrit dans cette logique, elle était déjà programmée avant le dégel de la situation, avec la rencontre qu'on a eue et avec les partis politiques, en tout cas ceux qui sont impliqués dans les législatives du 28 avril prochain, pour qu'on puisse avoir une solution. Les listes qui remplissent les conditions vont partir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. Et ce contexte particulier implique des partitions à jouer et évoluer dans une convergence en sauvegarde ce qu'il faut pour maintenir la paix et la cohésion. Le peuple n'a pas besoin de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple a besoin de la paix pour réfléchir face à la situation d'emploi qui se pose dans le pays, face à des réformes pertinentes qui peuvent être source de mobilisation de ressources et source et de création d'emplois. La marche de l'opposition était déjà une marche programmée. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement d'un programme de manifester publiquement que nous sommes dans l'impasse politique. Si ce peuple a marché, il est important qu'il soit à l'écoute de ce peuple. Et en confiant la gestion ou la recherche des solutions à l'Assemblée nationale, c'est encore là aussi une partie du peuple, puisque l'Assemblée, c'est les représentants du peuple qui siègent là-bas. Alors, il faut qu'il soit véritablement à l'écoute du peuple. Et être à l'écoute du peuple, c'est pouvoir maintenant accepter ce que les gens lui proposeront. Alors, ceux qui ont marché aujourd'hui, qui sont avec le peuple en symbiose par rapport aux souffrances et à la misère qui gangrène aujourd'hui le pays, il est important qu'ils puissent écouter et suivre ce qu'ils ont dit dans leur déclaration. Les listes ne participeront même pas. Parce que quand je regarde même au sein de la même mouvance, en tenant compte de ma lecture d'aujourd'hui, ce que j'ai lu, puisque aujourd'hui, où la Cour constitutionnelle a appelé
les représentants du bloc républicain comme du bloc l'Union progressiste et par rapport à la plainte du PRD, alors je dis les deux n'iront pas puisqu'on demande même de leur retirer leur récépissé. Le recensement des artisans est à son dernier jour et sur le terrain. Dans les différents arrondissements, l'opération suit son cours, mais avec peu d'affluence. Une réticence se note de la part des artisans, suivant le constat de terrain dans la commune d'Adjara avec Amen Didier Mpenouchi. Ce recensement national des artisans se poursuit encore dans tous les arrondissements du Bénin et ici aussi dans la commune d'Adjara. C'est l'une des localités qui regorge d'artisans de tout genre. À l'arrondissement de Malangoui et d'Adjara Centre, le constat laisse voir une réticence à se faire enrôler. J'ai constaté sur le terrain, les artisans ils ne sont pas en tant que tels. Donc quelques artisans qui viennent se faire enrôler et nous posent des questions de savoir si ce n'était pas à cause des impôts. Le gouvernement a lancé ce recensement pour eux. Nous, on a dit on n'en sait rien. Donc, en fait, ils posent beaucoup de questions quand même. Le questionnaire élaboré pour ce recensement national des artisans est aussi de nature à repousser ces artisans qui redoutent pour la plupart l'impôt. Quelques-uns qui viennent, c'est dès que tu leur poses certaines questions, vous habitez dans une maison en briques, tout ça là, est-ce que vous gagnez combien? Ils essaient de ne pas répondre à ces questions sous prétexte que pourquoi on veut nécessairement savoir ça, que c'est l'impôt qu'on veut mettre sur eux. D'autres viennent et disent carrément et que nous-mêmes on n'a qu'à essayer d'imaginer ce qu'eux gagnent. Donc ça fait tellement un peu difficile à les convaincre. Les relais des artisans dans chaque poste jouent un grand rôle et facilitent l'enrôlement. Le jour où on a commencé, ça a évolué, pas tâtonnement, mais ces derniers temps, ça a commencé à prendre. Par le biais du relais communal qui vient toujours nous voir pour qu'on lui dise des difficultés qu'on rencontre sur le terrain, on les énumère en même temps que les choses évoluent. Grâce au relais qui est avec nous, et c'est lui qui a beaucoup essayer de travailler sur le terrain pour qu'on puisse avoir le nombre sur lequel on est aujourd'hui. Plusieurs corps de métiers sont concernés par ce recensement national des artisans, de même que les conducteurs de taxi-moto qui juste là ne sortent pas. C'est les artisans qui ont pu avoir leur satisfaction et qui exercent dans ce domaine où ils ont appris et ont déjà leur diplôme, tels que les soudeurs, les maçons, les vitriers, les caroleurs, même les fondeurs. Les codes d'acier, ils sont inclus, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas senti le dévouement en leur sein. Les conducteurs de taxi-moto, ils sont concernés, bien sûr, ils sont concernés, mais jusqu'à présent, on n'a vu aucun conducteur de taxi-moto. On a enregistré 139 personnes comme ça. Normalement, on devrait enregistrer plus que ça si ce n'est pas les idées qu'ils ont. Grâce à la sensibilisation, les relais des artisans sur place dans les postes de recensement sont confiants de la réussite de cette opération. Au début, ils étaient réticents, mais à l'heure où nous parlons, ils sont un peu réveillés. Puis sur les réseaux sociaux, les gens ont publié que pour ce recensement, c'est pour les tasser d'impôts que de ne pas sortir pour aller faire, mais à travers nos sensibilisations, aujourd'hui ils sont un peu éveillés et puis on fait avec, puisque on leur parle des bienfaits de cet enrôlement. Par exemple, assurance maladie, les formations, les microfinances. Corriger les insuffisances dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose, tel est l'objectif que vise l'atelier sur la gestion pragmatique de l'infection tuberculeuse latente et de la tuberculose pharmacorésistante et les besoins en recherche opérationnelle et recherche action. Cette assise va durer exactement 4 jours. Carole Olaye et Fréjus Fiossi pour le compte rendu.
Ces différents acteurs de lutte contre la tuberculose sont venus des 47 pays de la région Afrique de l'OMS. Ils s'attelleront du 11 au 14 mars prochain à trouver des stratégies à mettre en œuvre pour corriger les imperfections que contiennent la prise en charge programmatique de la tuberculose latente et celle pharmacorésistante. Le taux de réussite mondial de la tuberculose n'a pas changé ces dernières années. Il existe alors encore des lacunes persistantes dans le diagnostic et le traitement de l'infection tuberculeuse latente. D'où l'organisation de ce présent atelier, dont les objectifs sont, comme il a été signalé, partager plus largement les nouvelles recommandations et les meilleures pratiques en matière de gestion programmatique de la tuberculose latente et de la tuberculose pharmacorésistante, identifier les obstacles à une mise en œuvre efficace de ces directives. 1,7 milliard de personnes sont atteintes chaque année d'une infection tuberculeuse latente et 30 millions de personnes auront besoin d'un traitement adéquat d'ici 2022. Et par rapport à la tuberculose pharmacorésistante, les statistiques font état de 600 000 nouveaux cas de cette affection, dont 90 000 dans la région Afrique de l'OMS chaque année. Des chiffres qui justifient le bien fondé non seulement des présentes assises, mais également des nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour une lutte efficace contre la tuberculose. Cet atelier vient donc à point nommé pour aider les pays à s'approprier les dites recommandations. Outre la tuberculose multirésistante, l'infection tuberculeuse latente constitue l'un des défis majeurs des années à venir pour la lutte contre la tuberculose. Ces dernières années, le régime de traitement de la tuberculose pharmacorésistante a été considérablement allégé par l'adoption par l'Organisation mondiale de la santé du régime court de 9 mois. Et je suis particulièrement fier de rappeler que notre pays, le Bénin, a été l'un des pionniers dans la sous-région à expérimenter ce régime et à démontrer qu'il était au moins aussi efficace que les régimes longs. La présente rencontre vise donc l'éradication d'ici 2030 de la tuberculose dans le monde, mais plus particulièrement en Afrique, conformément aux exigences des objectifs de développement durable. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.